Comment avoir du charisme? C'est la question que vous vous posez aujourd'hui. Mais au fait, c'est quoi avoir du charisme? Eh bien, c'est être un homme ou une femme que l'on remarque. C'est quelqu'un à qui on a envie de s'identifier, quelqu'un qu'on veut suivre dans ses projets. Conséquence, comme la personne charismatique a une capacité à attirer les autres et à les influencer, le mot charisme est bien souvent synonyme de succès. Maintenant, quand on est timide ou introverti, une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le charisme c'est inné? Est-ce qu'on est naturellement charismatique? Eh bien, le truc, tout d'abord, c'est que ces personnalités charismatiques ne commettent pas un certain nombre d'erreurs. Il y a des tu-l'amour, il y a également des tu-charisme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs qui plombent le charisme. La personne qui commet ces erreurs risque de se retrouver avec le charisme d'un mollusque, à savoir le charisme d'une huître. J'illustrerai certaines de ces erreurs avec des exemples tirés de débats politiques. Pour chaque erreur, je donnerai également l'antidote. Je vous montrerai par exemple la procédure d'atterrissage d'urgence. Cette procédure est particulièrement utile quand vous venez de dire quelque chose qui pourrait bousiller votre charisme. Ce conseil sera particulièrement utile pour tout candidat aux élections présidentielles. En bonus, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai 2 ingrédients qui peuvent faire décoller votre charisme à un niveau stratosphérique. Nous analyserons un exemple historique. Un homme, 55 kilos à tout casser, qui entraînait derrière lui des millions de personnes. Une idée? Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, avoir un langage corporel de loser. Alors une anecdote. Il y a quelques années, j'étais avec un ami, alors on était dans le sud, du côté de Montpellier. On était dans un endroit, ça faisait restaurant, il y avait une partie à l'intérieur, une partie terrasse, et puis au fond, il y avait en plein air une piste de danse avec un DJ. Bon, on était là, tranquillement, on discutait charisme. Et je lui dis, tu vois, c'est d'abord se tenir droit, tu vois, être présent, être dans l'instant, tu vois, c'est être là. Il me dit, non, c'est plutôt ce que tu dis, le baratin, etc. Je lui dis, viens. Je vais dans l'entrée, il était à côté de moi, et je me mets à un endroit stratégique où tout le monde devait passer devant. Je me suis là, comme ça, et au bout de 1 minute 15, 1 minute 30, il y a un mec qui vient, qui me serre la main, qui me dit « Ah, c'est vraiment sympa ici, et puis l'accueil de votre équipe, vraiment super sympa. » Donc là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit « Écoutez, merci monsieur, on fait le maximum, passez une très bonne soirée. » Bon, mon pote était plié en deux. Donc pour résumer, la présence physique, c'est vraiment l'ingrédient de base. On se tient droit, on est assuré, on projette une image de confiance. Autre point clé pour avoir un charisme magnétique, c'est le regard. Alors il ne faut pas avoir un regard fuyant, il ne faut pas non plus fixer les gens comme si on voulait les hypnotiser. Non, on est là, on regarde les gens dans les yeux, il y a un contact régulier, mais on n'abuse pas non plus. Et puis par là-dessus, on rajoute un petit sourire tranquille à la James Bond. Point de vue sourire, pas la peine de trop en faire, parce que ce serait un petit peu trop forcé, donc un petit sourire discret. Le summum du charisme, c'est un mec qui est là, qui ne dit rien, mais qu'on remarque. Pourquoi? Parce qu'il crée une sorte de rupture. Au-delà du langage corporel, la voix est très importante. Commençons par un mauvais exemple. Dans mon livre « Comment avoir du charisme », j'analyse des personnalités historiques et les outils qu'elles ont utilisés pour devenir des leaders charismatiques. Donc là, on est sur une voix qui ne porte pas, avec un ton très monocorde, bref, on s'ennuie. Découvrons un bon exemple. Dans mon livre « Comment avoir du charisme », j'analyse des personnalités historiques et les outils qu'elles ont utilisés pour devenir des leaders charismatiques. Donc là, vous voyez, la voix est plus dans le torse, la voix projette, il y a des ruptures, il y a des silences, il y a des mots accentués. Ça donne de l'ampleur à ce qui est dit. Deuxième erreur qui fait perdre le charisme, c'est une parole trop abondante. La personne qui manque de charisme parle de tout le temps. Elle n'est pas très crédible, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Donc sa parole se dilue, elle n'a aucun impact. A contrario, la personne charismatique est avare de paroles. Elle parle peu, mais elle parle bien. Et souvent, elle va résumer sa pensée dans des formules frappantes. Par exemple, une phrase du président Kennedy est restée célèbre lors de son discours inaugural de janvier 1961. And so, my fellow Americans,
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Erreur numéro 3, un discours tiède. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bref, ça manque d'ampleur, ça manque d'engagement, ça manque d'émotion. On a l'impression que la personne cherche plus à obtenir la validation de son entourage plutôt qu'à faire passer des idées. A contrario, la personne charismatique ose présenter des opinions qui sont affirmées, qui sont parfois même tranchées. Là, je citerai le discours de Martin Luther King en 1963, « I have a dream ». C'est une phrase qui est restée dans l'histoire. Martin Luther King rêve à une société d'égalité et de liberté, ce qui n'est pas si évident dans l'Amérique ségrégationniste de 1963. Plus loin dans cette vidéo, ne manquez pas la technique de l'atterrissage d'urgence. Ça peut toujours servir. On enchaîne. Erreur numéro 4, se justifier. Alors ça, c'est une erreur que je vois très souvent en tant que coach, quand je coach des gens pour des entretiens d'embauche ou des oraux de concours. Donc à un moment, on travaille la question « pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Et les gens font des réponses qui parfois sont intéressantes, mais derrière, on entend une petite musique du genre « ah ouais, j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même fait cela, donc oui, je crois que je mérite ce concours. » Vous voyez le principe? C'est pas forcément dans ce qui est dit, c'est plus dans le ton. Donc ça, faut faire très attention de ne pas avoir un ton de justification. La personne en face qui entend ce ton de justification, à un moment peut commencer à avoir des doutes. Peut se dire, mais pourquoi est-ce que ce candidat se justifie? Est-ce qu'il est vraiment sûr de lui? Est-ce qu'il sera vraiment compétent dans le poste? Là, il y a un doute qui s'instaure. A contrario, la personne charismatique ne va pas forcément se justifier. Elle n'est pas sur ce terrain-là, elle assume qui elle est, sans forcément devoir expliquer par A plus B pourquoi elle a le droit d'être comme elle est. Alors, je reconnais volontiers que parfois, la différence entre dire qui on est, raconter son parcours, son projet, etc., et se justifier, parfois, la différence est un petit peu ténue. C'est plus dans le ton, donc attention, quand vous passez trop de temps à expliquer quelque chose, à un moment, ça vire à la justification. Donc, il faut faire attention, une personne charismatique ne passe pas son temps à se justifier. Erreur numéro 5, la mauvaise utilisation de l'humour. L'humour, pour une personne charismatique, c'est de la dynamite. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous avez certaines valeurs, vous serez amusé par certaines blagues, par certaines plaisanteries. A contrario, si vous avez des valeurs totalement opposées, ça vous fera pas rire du tout. Donc le danger de l'humour, c'est que l'humour peut diviser. Et donc, pour une personne charismatique, ça peut être une pente très dangereuse. Parce que le but d'une personne charismatique, c'est souvent de rassembler. Donc humour, attention, danger. Alors oui, on peut jouer la carte de l'humour, c'est même souvent la marque des plus grands, mais il y a 3 conditions à respecter. Premièrement, il faut que ça tombe au bon moment, il faut être dans le rythme. Deuxièmement, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit amusant. Et troisièmement, il faut que ce soit un humour qui rassemble, pas un humour qui divise. Alors, un exemple. 1984. Ronald Reagan est président des États-Unis. Il a 73 ans. Il se présente pour un 2e mandat. Face à lui, lors d'un second débat télévisé, son opposant, Walter Mondale. Quand la question de l'âge vient sur le tapis, Ronald Reagan déclare « Je ne ferai pas de l'âge une question centrale dans cette campagne. Je ne souhaite pas exploiter, pour des raisons politiciennes, la jeunesse et l'inexpérience de mon opposant. » Alors soyons clairs, c'est très bien envoyé. Donc Reagan met les rieurs de son côté qui sont toujours très nombreux. Oui, je crois que le moment est venu de s'abonner, de liker, de commenter, d'activer la clochette. On enchaîne. Erreur numéro 6, aller sur le terrain des autres. Quand on se retrouve systématiquement sur le terrain des autres, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et à un moment, on se retrouve à faire le commentaire du commentaire. C'est un jeu sans fin. A contrario, la personne charismatique parle de son projet. Quand on lui dit, par exemple, « Oui, un tel a déclaré ceci sur tel sujet, qu'en pensez-vous » La personne charismatique répond, « Écoutez, monsieur un tel pense ce qu'il veut, voilà moi ce que je pense sur le sujet. » La personne charismatique ne se positionne pas par rapport aux autres. Par exemple, elle va très rarement critiquer les autres. Pourquoi? Parce qu'elle préfère mettre en avant son propre discours.
Quand la personne charismatique parle des autres, c'est pour dire du bien, c'est pour les encenser. La personne charismatique reste dans le positif. Erreur numéro 7 qui peut bousiller instantanément votre charisme, perdre son sang-froid. Exemple, mai 2007. Débat de l'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Alors pour resituer, à un moment, Nicolas Sarkozy évoque la question de l'accueil des enfants handicapés dans les écoles. Madame Royal réagit vivement en lui disant sur le fond « En tant que ministre, j'avais créé des dispositifs d'accueil des enfants handicapés et votre gouvernement a tout cassé. » Il s'ensuit un échange assez vif. Alors, au passage, une parenthèse, moi je ne juge pas sur le fond, je ne connais pas cette question, je juge uniquement sur l'aspect technique. Voyons l'extrait. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Alors, deux problèmes. Le problème numéro 1, c'est le ton. Si Madame Royal avait eu un ton différent, on va dire plus apaisé, les choses auraient pu être totalement différentes. Exemple. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible dans la vie politique. Ce discours... Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Problème numéro 2, c'est l'utilisation du mot colère. Pourquoi ? Parce que quand on est un leader, comme le souligne Nicolas Sarkozy, on n'est pas censé se laisser emporter par ses émotions. Donc plutôt que de colère, il aurait fallu dire par exemple « je suis choqué » ou « je suis consterné ». Mais le mot colère n'est pas bien choisi. Alors plus tard, Ségolène Royal réalise son erreur et elle tente de se raccrocher aux branches, en jouant sur les mots. Ça donne un passage un peu surréaliste, mais il est trop tard. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez ? Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors ? Je ne suis jamais énervé. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Là, je citerai un éminent commentateur de YouTube, Joyem8, qui écrit « Je ne bois pas de l'eau, je me désaltère, ce n'est pas pareil, monsieur. » Quand Nicolas Sarkozy dit à Ségolène Royal « Calmez-vous, ne me montrez pas du doigt avec cet index pointé », en un sens, c'est un piège, c'est le point de non-retour. Hypothèse numéro 1, Ségolène Royal se calme, elle obéit à Nicolas Sarkozy. Bon, en un sens, elle se met en position d'infériorité, ce qui n'est pas extraordinaire quand on aspire à la magistrature suprême. Deuxième hypothèse, elle ne se calme pas, elle continue, et sa crédibilité et son charisme sont totalement bousillés. Alors comment faire ? D'un côté, elle ne doit pas donner l'impression qu'elle obéit à Nicolas Sarkozy. Mais d'un autre côté, il faut couper court, parce que ça commence à devenir lourd, à s'éterniser. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent venir le crash ? Eh bien, on active la procédure d'atterrissage d'urgence. En l'occurrence, ici, ça veut dire jouer le changement de ton. Quand l'échange atteint le point de non-retour, quand Nicolas Sarkozy dit « calmez-vous », qu'aurait pu répondre Ségolène Royal. Exemple. Monsieur Sarkozy, comment dire, c'est vrai que cette cause me tient très à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des enfants handicapés, j'ai rencontré leurs parents, et ils m'ont dit leurs grands espoirs par rapport à l'école. De mon point de vue, la fraternité, c'est pour tout le monde, y compris et d'abord pour les enfants handicapés. Je pense que Ségolène Royal s'est laissée emporter par ses émotions sur une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. Je pense que Ségolène Royal aurait pu se rappeler le slogan de campagne de son mentor, François Mitterrand. La force tranquille. La force tranquille, c'est le charisme à l'état brut, que rien ne vient perturber. Bon, c'est l'heure du bilan. Une personne qui évite ces 7 erreurs pourra-t-elle devenir charismatique ?
Eh bien, ma réponse, c'est non. Ça pourra en faire une personne séduisante, à l'aise socialement, mais pas forcément un leader charismatique. Pourquoi ? Parce qu'il manque 2 ingrédients capitaux. Premier ingrédient, la vision. Un exemple, Steve Jobs. À la base, il a des compétences très solides sur l'aspect technique en informatique, et par là-dessus, il rajoute l'art oratoire, en particulier dans ses présentations de produits qui sont très attendues, très commentées. Eh bien, il évolue avec humour, fluidité, naturel. Bon, faut savoir que c'était souvent le fruit de très longues heures de répétition, mais il maîtrise cet aspect rhétorique. Est-ce que ça en fait pour autant une personne charismatique ? Non. Ce qui en fait une personne charismatique, c'est sa vision. L'idée de fond qu'apporte Steve Jobs, c'est pour que ça marche bien, il faut aussi que ce soit beau. Et donc, dans un univers où auparavant on s'intéressait assez peu au design des ordinateurs, etc., il va apporter cette touche design, synonyme de qualité, qui de façon plus générale traduit le bon fonctionnement des appareils. Et ce concept, le beau qui marche bien, c'est quelque chose qui dépasse Steve Jobs et qui en un sens rejaillit sur lui. Alors parlons clair, tout le monde n'a pas forcément la vocation à devenir un Steve Jobs. Alors comment on fait à son échelle pour développer son charisme ? Eh bien je pense que la première étape, c'est l'authenticité. Imaginons par exemple une personne qui se dise « Voilà, moi je veux une vie saine. Je veux manger sain, je veux faire de l'exercice, je veux éliminer tout ce qui est relations toxiques de ma vie, je ne veux pas de stress. » La personne, si elle s'aligne avec cette valeur-là, va devoir faire un certain nombre de choix. Par exemple, imaginons quelqu'un qui soit doué en droit, qui pourrait prétendre à une carrière d'avocat, qui se dirait « non, je ne fais pas de carrière d'avocat, je prends un boulot pépère, je travaille aux emballages dans une société qui vend des huiles essentielles pour avoir une vie sans stress. » Donc vous voyez l'authenticité, alors parfois c'est facile à dire, le projet se définit assez simplement, mais c'est beaucoup plus difficile à atteindre. Et l'authenticité, souvent, c'est la première porte vers le charisme. J'y reviendrai. Ingrédient numéro 2, le charisme, ça se juge au résultat. Comment savoir si on a du charisme ? Eh bien, à un moment, on entraîne des gens derrière soi. Ça peut être pour commencer un tout petit groupe, et puis ça peut prendre de l'ampleur, ça peut être des milliers de personnes, des centaines de millions de personnes. Le meilleur exemple, c'est Gandhi. Dans la lutte de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, le moment de basculement, c'est l'année 1930 avec la marche du sel. À l'époque, le sel est un monopole détenu par le colonisateur britannique. Les Indiens ne peuvent pas le récolter et ils doivent payer une taxe quand ils en consomment. Intervient alors la marche du sel. Pendant 24 jours, Gandhi marche 386 km avec au départ juste 78 personnes pour l'accompagner. Quand il arrive au bord de l'océan Indien, le cortège fait plus de 3 km de long. Des dizaines de milliers de personnes sont présentes. Gandhi s'avance au bord de la mer. Il ramasse un morceau de boue salée. Par ce geste symbolique, Gandhi incite à briser le monopole du sel. Quelque temps plus tard, le vice-roi des Indes laisse tomber l'impôt sur le sel. C'est le premier pas vers l'indépendance. Alors revenons un instant sur l'authenticité. Premier pas vers le charisme. Tout au long de sa vie, le Mahatma Gandhi place l'authenticité au cœur de sa démarche. Par exemple, il file son propre coton, tisse le tissu et crée ses propres vêtements. Il a un style de vie extrêmement simple, extrêmement aligné avec ses valeurs, parfaitement authentique. En conclusion, oui, le charisme, c'est possible, y compris pour les timides et les introvertis. Pour l'anecdote, Gandhi était un enfant extrêmement timide, très réservé. Il a commencé une carrière d'avocat, ça marchait pas très fort, il a dû travailler pour son frère. Pourquoi ? Parce qu'il avait du mal à s'imposer en public. Et puis il a travaillé, et à un moment, son discours est devenu fluide, et il a eu cette capacité à convaincre. Alors oui, on peut travailler sur soi, sur son projet, et à un moment atteindre une certaine visibilité. Maintenant, à un moment, le point clé, c'est qu'il faut provoquer sa chance, un peu comme Gandhi avec sa marche du sel. Question. Qu'allez-vous faire pour provoquer votre chance ? Vos commentaires sont les bienvenus. Je suis Yves Gauthier, coach, mes programmes emploi,
CV, lettre de motivation, entretien d'embauche ou de concours, et bien d'autres encore, lien en description. Merci, à bientôt, et bonne chance pour trouver votre voie vers le charisme.